Vous êtes à l'écoute des RFI, il est minuit à Paris, 22h en temps universel. Céline Pellarin. Bienvenue dans 24 heures en France. Aussitôt présenté, aussitôt décrié, le ministre de l'économie a présenté le budget pour 2017, le dernier de ce quinquennat. Les critiques fusent, irréalistes, trop optimistes. L'exécutif défend le sérieux de ce budget. Le procès de la chemise arrachée à Air France, le procureur dénonce une opération de voyous. Des peines de 2 à 4 mois de prison avec sursis ont été requises contre 5 salariés de la compagnie aérienne. Christiane Taubira à l'Elysée, cérémonie officielle de soutien aux mineurs de 1948, mais c'est également un soutien pour une éventuelle candidature du président Hollande. L'ancienne garde des Sceaux préfère jouer les sphinx et puis lui aussi aimerait faire un retour à l'Elysée. Nicolas Sarkozy a une semaine difficile avec l'affaire du financement libyen supposé de sa précédente campagne électorale et les indiscrétions en librairie de son ancien proche conseiller Patrick Buisson. 24 heures en France. Le ministre de l'économie a présenté aujourd'hui le dernier budget du quinquennat qui, à peine rendu public, était sous le feu des critiques. L'opposition évoque un budget irréaliste. On écoute le député Les Républicains, Benoît Apparu. C'est un budget trompeur, c'est un budget mensonger. 1, le taux de croissance ne sera pas le bon. 2, les économies ne sont pas au rendez-vous. 3, le déficit sera beaucoup plus élevé que celui prévu par le gouvernement. Les candidats à la primaire de droite estiment que l'objectif de réduction du déficit ne sera pas tenu tout en s'engageant à de fortes baisses d'impôts en cas de victoire. Une promesse qualifiée d'irresponsable par Michel Sapin, le ministre de l'économie. Le président Hollande lui a plaidé la crédibilité et le sérieux de ce dernier budget de sa présidence. Alors quel est le contenu de ce budget 2017 ? Le détail avec Patricia Lecomte. L'État va dépenser 381 milliards 700 millions d'euros en 2017, soit 7 milliards 400 millions d'euros de plus qu'en 2016 pour l'emploi, l'éducation, la sécurité et les contribuables. Pour en finir avec le ras-le-bol fiscal, le gouvernement annonce une baisse d'impôt sur le revenu de 1 milliard d'euros pour 5 millions de foyers de la classe moyenne. Idem pour les ménages et les retraités, bénéficiant d'un crédit d'impôt pour les services à la personne. Bercy n'a pas oublié les entreprises avec un paquet fiscal de 5 milliards d'euros sous la forme d'un renforcement du crédit d'impôt compétitivité emploi et d'une baisse de l'impôt sur les sociétés. Pour son dernier budget, le gouvernement Hollande s'attaque au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2018. Bercy veut supprimer le décalage d'1 an entre la perception des revenus et leur imposition, avec la possibilité d'ajuster son impôt en temps réel en fonction de ses rentrées d'argent. Michel Sapin affirme que ces dépenses seront compensées. Toutefois, de fortes incertitudes pèsent sur les recettes qui dépendent pour beaucoup de la croissance et rien ne garantit que les 1,5% prévus par Bercy soient effectifs, ce qui fait dire au Haut Conseil des finances publiques que les prévisions du gouvernement sont improbables et trop optimistes. Et le ministre de l'économie qui réplique aux critiques, ce budget se base sur des prévisions qui ne sont pas qu'optimistes après le Brexit. Elles sont réalistes, tout comme ce budget. Nous avons fait le choix de maintenir l'hypothèse d'une croissance de 1,5% en 2017. Certains jugent cette hypothèse, entre guillemets, optimiste et imprudente. À cela, je répondrai que nous avons décidé de ne pas réagir précipitamment aux événements de l'été. Si la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne aura à terme évidemment des effets très négatifs pour l'économie britannique elle-même, l'impact du référendum l'an prochain sur la zone euro et sur la France apparaît beaucoup plus limité que ce n'était le cas dans les anticipations décrites juste avant l'été. Michel Sapin, le ministre de l'économie, au micro de Patricia Lecomte. Le procès de la chemise arrachée à Air France, l'épisode dont les images vidéo avaient fait le tour du monde, avait eu lieu le 5 octobre 2015 et cet épisode est jugé en ce moment. Le procureur vient de requérir des peines de 1 000 € d'amende pour les 10 prévenus poursuivis pour dégradation et de 2 à 4 mois de prison avec sursis pour les 5 prévenus poursuivis pour violence en réunion. On fait le point avec Franck Alexandre au palais de justice de Bobigny. Des peines allant de 2 à 4 mois de prison avec sursis. Somme toute, les réquisitions restent modestes pour des faits de violence en réunion. Un chef d'accusation pour lequel les prévenus encouraient jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Certes, il n'y a pas eu de blessés graves. On ne déplore que 2 chemises arrachées. Mais pour le ministère public, les prévenus ont agi comme des casseurs, des voyous. Et chaque membre de la horde, a dit le procureur, dans cette transe collective, y est allé volontiers car c'était une faute commune. Et les prévenus pouvaient penser qu'ils ne seraient pas poursuivis. Des réquisitions justes et équilibrées, réagit Frédéric Beaulieu, l'avocate du DRH d'Air France, Xavier Brosetta.
Le procureur a estimé que ce qu'ils avaient fait était caractérisé, ce qui est l'essentiel. Moi, j'espère simplement que le tribunal reconnaisse le statut de victime de Xavier Brozeta. Après, le tribunal appréciera les peines qu'il doit prononcer. Le ministère public n'a en rien démontré la culpabilité des 15 prévenus, martèle de son côté la défense, Sofiane Kiki. Pas un seul élément de nature à engager la responsabilité de mes clients. On invite la juridiction à condamner parce que la condamnation ne sera pas très lourde et finalement, ça soulagerait la conscience d'un juge qui aurait condamné quelqu'un qui serait innocent. Toujours très en retrait, les deux directeurs d'Air France, pris à partie par les grévistes, ont néanmoins indiqué au tribunal qu'ils avaient tourné la page, qu'ils s'en étaient remis. Au palais de justice de Bobigny, Franck Alexandre, RFI. Et l'ancien directeur du renseignement intérieur, Bernard Squarcini, a été mis en examen dans une enquête de l'inspection générale de la police nationale. Mis en examen pour violation du secret, mais également pour trafic d'influence et détournement de fonds publics. Il a été laissé libre sous contrôle judiciaire. En juin dernier, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour trafic d'influence. La justice le soupçonne d'avoir utilisé ses réseaux au sein de la police pour les dossiers traités par son cabinet de consultants en sécurité fondé après son départ de la direction centrale du renseignement intérieur. Son avocat, maître Patrick Maisonneuve, parle d'hypocrisie. Il est notoriété publique qu'il y a des contacts entre des anciens fonctionnaires, ou des anciens militaires d'ailleurs, et les fonctionnaires en activité. C'est ce que l'on reproche aujourd'hui à monsieur Squarcini, alors que c'est quelque chose et une pratique qui est connue et qui est assez courante. Maître Patrick Maisonneuve, avocat de Bernard Squarcini, au micro de nos confrères de France 2. Justice encore avec l'association des victimes de l'antiépileptique Dépakine qui a l'intention de lancer une action de groupe contre le laboratoire Sanofi. Et c'est désormais possible puisqu'hier est paru un décret qui autorise cette procédure dans le domaine de la santé. L'action collective devrait viser un manquement à l'obligation d'information de la part de Sanofi concernant les risques de la Dépakine pour les patientes enceintes. C'est ce qu'a précisé la présidente de l'association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant qui fédère 2000 familles. Jeudi dernier déjà, le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire pour blessure involontaire et tromperie aggravée, une décision qui était réclamée depuis longtemps par les victimes. De nouvelles révélations à charge contre Nicolas Sarkozy. Le média en ligne Mediapart a divulgué l'existence d'un carnet de notes actuellement en main de la justice française. Selon Mediapart, ce petit carnet ayant appartenu à l'ancien ministre du pétrole libyen détaille 3 versements qui auraient été effectués par le régime de Mouammar Kadhafi pour financer la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Les conditions dans lesquelles ont été retrouvés ce mystérieux carnet sont dignes d'un roman d'espionnage. L'histoire commence en 2012 à Vienne, en Autriche, dans le fleuve Danube. Le corps de Chokri Ranem, propriétaire du carnet, y est retrouvé sans vie. Suicide ou accident, Ranem n'est pas n'importe qui. Il a tourné le dos au régime de Kadhafi lors de la guerre déclenchée par la France en 2011, après avoir été en charge des immenses ressources pétrolières. Le carnet est retrouvé par des juges chez son gendre aux Pays-Bas, dans le cadre d'une vaste affaire de corruption impliquant l'ancien ministre et le géant pétrolier norvégien Yara. Les juges français, qui enquêtent depuis 2013 sur un financement présumé de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy par les Libyens, s'intéressent au carnet et en héritent. Qui trouve-t-on ? D'après Mediapart, le détail d'une réunion entre le ministre et 2 autres dignitaires libyens. Ranem y consigne le versement de 6,5 millions d'euros au profit de l'équipe de Sarkozy. Selon Mediapart, l'existence de ce carnet daté de 2007 casse l'argumentaire du clan Sarkozy qui a toujours crié au montage de cette affaire par les kadhafistes après 2011. Elle validerait aussi la fameuse note libyenne, l'autre document révélé par Mediapart en 2012, authentifié par la justice et par laquelle le clan Kadhafi donne son accord pour financer la campagne du candidat de l'UMP en 2007. Et après ces nouveaux éléments écrits dans l'enquête sur d'éventuels financements libyens que vient de nous rappeler Ablaye Jounaidi, le candidat à la primaire de la droite Nicolas Sarkozy doit affronter les confidences corrosives en librairie de son ancien conseiller de l'ombre. Patrick Buisson règle ses comptes avec son ancien ami et rédige dans son ouvrage La cause du peuple, anecdotes et réflexions sur l'ancien président assorties de phrases assassines. Patrick Buisson a été condamné pour avoir enregistré les conversations qu'il avait eues avec Nicolas Sarkozy à l'insu de celui-ci alors qu'il était chef de l'État. Alors pourquoi sortir ce livre maintenant, à 2 mois de la primaire à droite et à 8 mois de la présidentielle ? Règlement de compte, vengeance. Pour Patrick Buisson, il s'agit simplement d'exposer sa vérité. Jusqu'ici, mon histoire a appartenu à des faussaires. J'ai dû affronter un torrent d'ignominie dont l'objectif était d'ajouter l'opprobre moral à la disqualification politique. Pour les besoins de l'histoire, de leur histoire, il fallait que je sois facho, salaud et pour couronner le tout,
escroc. Eh bien, je crois et je suis sûr même que les Français qui liront ce livre auront une toute autre idée de moi. Patrick Buisson, interrogé ce soir dans le journal de David Pujadas sur France 2. Lors d'une cérémonie à l'Elysée, le président Hollande a réintégré dans leur grade militaire 4 mineurs grévistes en 1948. Une cérémonie où François Hollande a célébré aux côtés de Christiane Taubira les valeurs et les luttes de la gauche. La venue de l'ancienne ministre de la Justice peut-elle être interprétée comme un soutien politique à François Hollande ? On l'écoute. Peu importe, on ne peut pas cesser de vivre parce que des gens interprètent, analysent, commentent. Mais moi, cet après-midi, j'ai rendez-vous à l'Elysée, aux côtés du président de la République, incontestablement, avec les mineurs qui se sont battus en 1948, qui se sont battus pour leurs conditions de travail, leurs conditions de vie, pour leur honneur. C'est ça mon rendez-vous cet après-midi. Et fin 2014, à l'initiative de l'ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira, l'Assemblée nationale avait voté la reconnaissance du licenciement abusif d'une trentaine de ces milliers de mineurs. Ils avaient cessé le travail en l'automne 1948 pour protester contre des décrets qui prévoyaient la baisse de leur rémunération. Et puis Christiane Taubira, qui avait été victime il y a 3 ans d'une série d'attaques racistes, a eu gain de cause devant la justice. Une ancienne candidate Front National, Anne-Sophie Leclerc, a été condamnée à 3 000 € d'amende avec sursis pour avoir comparé l'ex-garde des Sceaux à un singe. Il succède à Velázquez, à Braque ou à Picasso. Hergé entre au Grand Palais. Le musée parisien consacre une grande rétrospective au créateur des aventures de Tintin et Milou. Il a disparu en 1983 et c'est donc une première pour un auteur de bande dessinée. Hergé, c'est évidemment le célèbre journaliste à la houppette, mais pas que. Sarah Tisser. Hergé, amateur de David Bowie et d'art contemporain. C'est sur cette image que s'ouvre sa rétrospective au Grand Palais, un Hergé moderne, loin de la réputation de colonialiste que lui a valu son Tintin au Congo. L'exposition pointe des facettes méconnues du dessinateur belge. Elle présente une demi-douzaine de ses toiles abstraites réalisées dans les années 60, alors qu'il s'essaie à la peinture, ou encore son travail de graphiste, avec ses grandes et belles affiches publicitaires des années 30. Mais le célébrissime Tintin occupe évidemment une place centrale. 24 albums, traduits en 110 langues et dialectes. Hergé disait « Dans Tintin, j'ai mis toute ma vie ». Le petit reporter naît en 1929 et cette exposition nous fait entrer dans l'atelier de l'artiste, dévoilant toutes les étapes de la création. On y découvre le travailleur acharné qu'il était pour parvenir à cette ligne claire, ce style au trait simple qui en a fait un père de la BD moderne. Hergé au Grand Palais, c'est une rétrospective à visiter jusqu'au 15 janvier. Et puis en football, deuxième journée de la Ligue des Champions qui s'est refermée ce soir. Le Paris Saint-Germain a réussi à battre les Bulgares des Ludogorets 3-1 grâce à un doublé de Cavani et un but de Matuidi. Succès permettant au PSG de prendre la tête du groupe A de Ligue des Champions. Blaise Matuidi qui estime que son équipe a eu une belle réaction lors de cette rencontre. Ça n'a pas été facile, c'est une équipe qui a joué. Ça a fait un beau match de foot avec des occasions. On prend ce but sur coup de pied arrêté. Je pense qu'on a une bonne réaction. On a continué à jouer avec de la patience et on a été récompensé. Je pense qu'aujourd'hui, on a joué notre football comme on a l'habitude de faire depuis un certain temps maintenant. Avec de la patience, mais aussi quand il le fallait jouer très vite de l'avant et essayer de les presser à la perte du ballon. Maintenant, en face, il y avait quand même une équipe qui a joué son va-tout. Ils étaient très bons techniquement. Donc, comme je l'ai dit, ça a fait un bon match de foot. Le footballeur Blaise Matuidi et le PSG, son entraîneur Unai Emery peuvent préparer plus sereinement la réception de Bordeaux. Ce sera samedi en Ligue 1. Vous écoutez RFI, minuit 13 à Paris. C'est tout de suite l'heure de la une de Libération. La une de Libération. Ce jeudi 29 septembre, Libération sort un numéro spécial, l'actualité à travers les yeux des géographes. Et pour en parler, on retrouve tout de suite Alexandra Schwarzbrod. Bonjour Alexandra. Bonjour. Alors, pour quelles raisons Libération a décidé de confier la rédaction de cette édition à des géographes ? Alors, ça fait plusieurs années que tous les ans, on fait un Libé des géographes, c'est-à-dire qu'on propose aux géographes, qui sont vraiment nos partenaires réguliers, puisqu'on leur donne très souvent la parole dans Libération, et là, on leur propose un jour donné qui n'est pas hasard, c'est la veille de l'ouverture de cette grande manifestation de géographes qui se tient à Saint-Dié, c'est l'équivalent de Blois pour les historiens, et donc là, Saint-Dié, ça ouvre demain. On leur donne la parole, on leur propose des
décrire à notre place et d'expliquer avec des croquis, avec des dessins, de se projeter dans l'espace pour expliquer une information, un déroulement, un événement, parfois une guerre ou un accord de paix. Si vous voulez, c'est un autre regard que le nôtre, donc ça change de notre façon de voir. Et souvent, ça enrichit beaucoup un article de voir comment un géographe se projette dans l'espace. Alors, ça fait une liaison avec l'événement que l'on fait demain, puisqu'on a appris dans la nuit de mardi à mercredi la mort de Shimon Peres, l'ancien président d'Israël. Et il se trouve que ce jour-là, mercredi matin, on avait rendez-vous avec les géographes pour parler du Libé du lendemain. Et on est tous tombés d'accord sur le fait que c'était une formidable valeur ajoutée d'avoir le regard des géographes sur Israël, sur Shimon Peres et sur la façon dont cet homme avait façonné, modelé l'État hébreu depuis sa création en 1948, puisque c'était un des derniers survivants de l'époque des pionniers israéliens, et donc comment il avait modelé cet État. Et surtout, comment il avait laissé faire, puis participer aussi à la colonisation des territoires palestiniens. La position géographique qui est stratégique pour ces colonies, pour Israël. Absolument stratégique. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont les géographes qui ont voulu absolument parler de la colonisation, de comment cette colonisation s'était mise en place, ce qu'elle signifiait dans l'espace, puisque les colonies sont établies au sommet des collines, elles surplombent les villages palestiniens, ce qui est une implantation stratégique, et c'est très intéressant d'étudier ça par le biais du regard d'un géographe. Voilà, c'est pour ça qu'on consacre 8 pages à Shimon Peres et à l'évolution d'Israël et des territoires palestiniens au fil des années. Alors, quelles sont les autres actualités qui ont intéressé ces géographes ? Alors il y a évidemment, et ça c'est passionnant, il y a les élections américaines, formidables. Et là ils ont voulu montrer comment les candidats adaptent leur discours en fonction de la couleur politique des États et des profils des électeurs à convaincre. Et donc on a une grande carte qui explique tout ça et j'encourage tout le monde à se jeter dessus parce qu'on comprend plein de choses en la lisant. On a aussi un papier sur le 9-3. C'est un géographe qui s'est intéressé en Seine-Saint-Denis et donc qui a fait une double page sur ce département. Ils se sont intéressés aussi au camp de Calais, lieu de nulle part. Donc c'est un géographe qui est allé à Calais et qui a raconté comment ce camp s'était implanté et ce qu'il signifiait géographiquement. Mais on a aussi des choses plus légères. On a par exemple une double sur l'exposition Hergé au Grand Palais et qui est très intéressante. Et surtout, on termine avec un portrait d'une ville qui est Istanbul avec une carte, justement une très belle carte d'Istanbul. Et ce qui fait que l'on ouvre le journal avec Israël et on le termine avec Istanbul. Merci Alexandra Schwarzbrunn. On ira jeter évidemment un œil sur toutes ces illustrations, toutes ces cartes dans cette édition de Libération qui a été confiée au regard des géographes. Merci beaucoup. Reportage France. L'autorisation de l'avortement est un droit, mais qui demeure fragile. D'ailleurs, ce mercredi se déroulait une journée mondiale prônant la dépénalisation de l'avortement. Pour mémoire, seuls 61 États autorisent l'IVG sans restriction dans le monde. Ce sont donc plus de 21 millions d'avortements clandestins qui sont pratiqués tous les ans sur la planète. Des pratiques barbares qui tuent 47 000 femmes chaque année. Et depuis quelques jours, des photos de femmes et d'hommes brandissant un cintre se multiplient sur les réseaux sociaux. Un hashtag « Ceci n'est pas un cintre » en référence au célèbre tableau du peintre René Magritte. Et au-delà de les références culturelles, ces photos, c'est une campagne du planning familial en faveur du droit à l'IVG, car l'usage du cintre a été et peut-être encore détourné. Laurence Théo. Le choix du cintre ne doit rien au hasard. Avant la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse par la loi Veil, il y a 41 ans, certaines femmes utilisaient des cintres et des aiguilles à tricoter pour avorter clandestinement. Véronica Nozeda, coordinatrice nationale du planning familial. C'était une façon à la fois de rappeler un passé qui est pas si loin que ça, où des femmes étaient obligées d'avorter clandestinement, de faire le lien avec une réalité internationale qui est loin d'être rose, parce qu'il y a énormément de pays où l'avortement est toujours interdit. Et donc ce cintre signifie quelque chose de très actuel. En effet, seulement 39,5% des femmes dans le monde ont pleinement accès à ce droit. Cette réalité, Fabienne, 21 ans, la connaît.
elle a fait le choix d'avorter. Moi, je viens du Cameroun et je sais que c'est interdit. Il faut le faire vraiment d'une manière secrète. Prendre des pilules au marché noir, ou voir une dame qui a de l'expérience, entre guillemets, dans le domaine, qui va vous trifouiller le truc pour que vous fassiez une fausse couche. Voilà, quoi. L'IVG est légale en France jusqu'à la 14e semaine de grossesse et plus de 200 000 avortements y ont été pratiqués en 2015. S'il y a eu de grandes avancées et si l'IVG peut sembler courante, les femmes qui y ont recours doivent parfois surmonter bien des obstacles pour que leur choix soit respecté. Angoune souhaite interrompre sa grossesse. Vous êtes un peu livré à vous-même, donc c'est vous qui appelez les hôpitaux, qui essayez de trouver un rendez-vous pour une échographie, pour une prise de sang. Chaque hôpital a ses propres plannings, par exemple ils font les IVG que tel jour de la semaine. Et là, pendant ce temps, votre grossesse avance, donc faire la fin, vous dites est-ce que je vais pouvoir y arriver ? Aujourd'hui encore, l'avortement reste illégitime, un acte médical qui dérange. Caroline Réby, du Bureau national du planning familial. Il y a tous les propos jugeants des professionnels autour de l'échographie, par exemple, qui disent là, on entend un cœur qui bat, vous devriez mieux le garder. C'est que vous n'êtes pas assez protégé. Vous auriez dû prendre mieux votre contraception. L'objectif est également de lutter contre ces sites pro-vie qui avancent masqués pour véhiculer des informations fausses sur l'avortement. Nawak est illustrateur. Il fait partie des nombreuses personnalités à soutenir l'action du planning familial. Il dénonce leur prolifération sur Internet. Ils sont tous orientés de manière à faire culpabiliser, à faire douter, à faire peur. Et on sent vraiment qu'on s'adresse à l'émotion, qu'on a un chantage psychologique envers la personne. En France, un amendement au projet de loi pourrait permettre d'élargir le délit d'entrave à l'avortement à ces désinformateurs en ligne. La défense du droit à l'avortement, c'était un reportage de Laurence Théo. Le journal de l'Outre-mer. Le budget 2017, le dernier du quinquennat Hollande, est à la une du journal de l'Outre-mer. 2,32 milliards d'euros. C'est le montant alloué l'année prochaine au ministère des Outre-mer. Bonsoir Benoît Ferrand. Bonsoir. Un budget que la nouvelle ministre des Outre-mer, Erika Barretts, a qualifié de volontaire. Favoriser les investissements d'avenir, améliorer les conditions de vie dans l'ensemble des territoires ultramarins ou consolider les dispositifs en faveur de l'emploi, de la formation ou de l'investissement. Voilà à quoi sera alloué ce budget qui réserve quelques surprises. Les explications de Marie-Carline Chardonnay. C'est un budget en hausse de 0,7%, dépassant les 2 milliards d'euros que défendra Erika Barretts, la ministre des Outre-mer. Et déjà quelques bonnes nouvelles, la création d'un fonds vert pour, je cite, aider les territoires ultramarins, premières victimes du réchauffement climatique, ou encore le maintien des dispositifs des zones franches d'activité. Elle ajoute: et nous sommes vraiment sur une montée en charge du plan logement autour de 8 à 9 000 logements par an. C'est important. Pourtant, la ministre le précise, les 2 milliards d'euros n'ont rien à voir avec la prochaine loi sur l'égalité réelle en Outre-mer. Je suis très heureuse pour les ultramarins d'avoir un budget qui est volontaire sur l'investissement, sur l'économie, sur le social. Autre grande ligne, la poursuite du soutien à l'ADOM avec un dispositif appelé Cadre Avenir à Mayotte et 10 millions d'euros destinés à la Cité des Outre-mer qui mettra en valeur la diversité des cultures et des populations de l'ensemble des Outre-mer. La perturbation tropicale qui s'approche des Petites Antilles est désormais une tempête tropicale. Elle a été baptisée Matthew et elle faisait déjà mercredi sentir ses premiers effets sur la Martinique où 7000 foyers étaient privés d'électricité à la mi-journée suite à des chutes d'arbres sur les lignes. Une cellule de crise a, bien entendu, c'est la procédure habituelle, été mise en place à la préfecture de Fort-de-France. Jean-Baptiste Anatole. La cellule de crise de la préfecture, véritable ruche pendant cette période de mauvais temps. Sont réunis la gendarmerie et la police, l'armée, les gardes-côtes, l'EDF, les réseaux d'eau potable, les télécommunications fixes et portables, les représentants de la CTM en charge des routes et des voiries, les radios amateurs, l'aviation civile et incontournable dans ces cas-là, la météo, les pompiers, le SAMU et l'ARS. Tous les services concernés sont aujourd'hui mobilisés dans cette grosse cellule de crise présidée par le préfet. Tous sont en relation permanente avec Paris. C'est ici que toutes les décisions urgentes sont prises.
La présidente de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et contre les conduites addictives est en visite en Guadeloupe pour 2 jours. Daniel Jourdain-Méninger va rencontrer l'ensemble des administrations concernées. L'occasion pour nos confrères de Guadeloupe Première d'évoquer avec elle un récent rapport qui fait état d'une baisse de la consommation d'alcool et de cannabis chez les jeunes. Les jeunes consomment moins, mais consomment de manière différente. En ce qui concerne l'alcool, par exemple, ils ne consomment pas de vin, mais ils consomment des alcools forts, ils consomment beaucoup de bière, et on en voit les conséquences en matière d'accidents de la route ou parfois aussi de violences intrafamiliales. Mais s'ils consomment moins, et je pense en particulier aux drogues, je crois qu'il y a une manière de vivre en famille, en Guadeloupe, qui compte beaucoup dans la manière dont on peut mesurer ses consommations. Et ça, je pense que c'est particulièrement spécifique au territoire de la Guadeloupe, mais aussi de la Martinique. Les consommations peuvent se stabiliser, parfois descendre un peu, mais vous savez, la société sans drogue, ça n'existe pas. 3 000 € d'amende avec sursis. C'est la peine finalement prononcée par le tribunal correctionnel de Paris à l'encontre d'Anne-Sophie Leclerc, cette ancienne candidate du Front National au municipal, qui avait comparé Christiane Taubira à un singe dans un reportage diffusé sur France 2. La peine prononcée ce mercredi est bien différente de celle qui avait été requise en première instance. Célia Cléry. 3 000 € d'amende avec sursis pour injure raciale. Pour maître Jérôme Triomphe, l'avocat d'Anne-Sophie Leclerc, la peine est symbolique. De quoi satisfaire le conseil de cette ancienne candidate du Front National au municipal. On est bien loin des 9 mois ferme et 50 000 € d'amende prononcés en première instance par le tribunal de Cayenne. L'affaire remonte à 2013 et à un reportage diffusé dans l'émission Envoyé spécial. On y voyait un photomontage comparant Christiane Taubira à un singe sur la page Facebook d'Anne-Sophie Leclerc. Interrogée par les journalistes, l'ex-candidate Front National, exclue depuis du parti, répétait alors que la garde des Sceaux était une sauvage, avant d'ajouter qu'elle préférait voir la ministre dans un arbre plutôt qu'au gouvernement. C'est ce photomontage que le tribunal a sanctionné, pas le reste. Pour sa défense, Anne-Sophie Leclerc avait expliqué lors d'une audience précédente qu'elle ignorait que la caméra tournait encore. Cette fois, elle n'était pas présente à Paris. Christiane Taubira avait toujours refusé de se porter partie civile dans cette affaire. Fin de cette édition. Bonne soirée. Merci Benoît Ferrand, c'était le journal d'Outre-mer Première. Les mots de l'actualité avec le CNDP. Yvan Amar. Bonne nouvelle pour Karim Wade, on ne va pas lui saisir son appartement en France. Pas dans l'immédiat en tout cas, car la France n'a pas accédé à la demande de l'État sénégalais de saisir l'appartement et le compte en banque que le fils de l'ancien président sénégalais détient en France. Parce que il n'apparaît ni délit ni corruption. Rien n'est établi. Alors, saisir les biens de quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une expression judiciaire, c'est le vocabulaire de l'huissier qui est chargé de constater quels sont vos biens. Vous possédez une toile de maître, un piano, une belle voiture, un appartement, etc. Et à ce moment-là, si on vous les saisit, on vous empêche d'en jouir pleinement. Et la plupart du temps, il s'agit d'une action de l'État contre ceux qui ne peuvent pas payer ce qu'ils doivent. Si vous avez trop de dettes, eh bien, on peut vous saisir, c'est-à-dire immobiliser vos biens que l'État ensuite pourrait vendre ou dont il pourrait disposer pour payer vos créditeurs. Et le verbe peut s'employer de façon absolue, c'est-à-dire sans complément. On peut saisir vos meubles, mais on peut dire également on va vous saisir. La saisie, bien sûr, a d'autres sens, y compris dans le cadre des procédures pénales. On saisit une cour de justice, par exemple, quand on s'adresse à elle, quand on lui demande si elle peut mettre en route une procédure judiciaire. On voit bien là qu'on utilise ce terme de façon technique. On est dans un jargon juridique qui a recours à des mots très particuliers, soit qu'ils lui appartiennent, soit que ce sont des mots du vocabulaire courant qu'on a pris, auxquels on donne un sens précis. On dit qu'on saisit un tribunal, un juge, qu'on saisit une assemblée. Et à ce moment-là, on parle de la saisine et pas de la saisie. Saisine, qui est un mot ancien, qui ne s'utilise que dans cette langue juridique. Et puis, bien sûr, il faut aussi mentionner cette formule étonnante et magnifique. Le mort saisit le vif, formule ancienne, qui n'est pas vraiment utilisée, on ne la dit pas, mais on l'écrit, on peut la lire, elle figure en bonne place dans les textes de droit, et c'est l'une des formules clés du droit successoral. Elle dit simplement que l'héritier entre en possession des biens de celui dont il hérite. Alors, on parle d'immobiliser des biens
quand on les saisit. Et cette idée d'immobilité, on va la retrouver dans d'autres usages du même mot. Quand on est par exemple saisi par le froid ou saisi par la peur, c'est-à-dire qu'on est soudain attaqué, attrapé par le froid ou la peur et en conséquence on est immobilisé, on est pétrifié, on est cloué sur place et cela vaut également pour une émotion forte ou même une compréhension soudaine, un éclair de lucidité. Ce qui nous amène encore à un autre sens du mot saisir. Saisir, c'est comprendre. Comprendre tout d'un coup. Saisir le sens d'une phrase, c'est un éclair de lumière, de génie parfois, qui vous saisit justement. Ça y est, j'ai compris. Vous saisissez ? Et on saisit Yvan Amar. Merci, à demain pour un nouveau mot de l'actu RFI. Minuit 30 à Paris, c'est la fin de cette édition de 24 heures en France, préparée avec Valentin Vaner. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute l'actualité développée sur notre antenne, sur notre site internet, ainsi que sur nos applications mobiles.